Moi, j'ai une lecture qui est un tout petit peu différente au sens où, euh, par exemple, si on reprend le cas des États-Unis, encore une fois, moi, je sais pas du tout pour chercher des coupables, mais il y a vraiment, il y a factuellement une responsabilité majeure d'une certaine gauche, et que tant que cette gauche-là n'aura pas reconnu ça, je crains vraiment, pour dire simplement, je crains vraiment pour l'avenir de la démocratie en France et ailleurs. Pour être très concret, aux États-Unis, qui a été le plus grand héros de la mondialisation? Parce que les États-Unis sont un pays fermé, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Très Euh, protectionniste. Non, alors d'une part, ils sont très protectionnistes, et les États-Unis, quand vous êtes un très grand pays, hein, c'est assez simple à comprendre, quand vous êtes en plus un pays très développé, la plupart des ressources, vous les avez chez vous. Hein. On oublie toujours, on l'apprend, c'est vrai, on l'apprend au lycée, puis on l'oublie. Les États-Unis, les ressources, les productions naturelles aux États-Unis sont énormes. Hein. Le premier producteur de blé, le premier producteur de pétrole au sens large aujourd'hui, c'est les États-Unis. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez tout. Hein. Vous avez la haute technologie, vous avez les ressources naturelles, vous avez tout. Et donc, vous échangez en fait beaucoup moins avec l'étranger, relativement à la part de votre économie nationale, qu'un pays comme la France qui importe et qui exporte beaucoup plus en proportion du gâteau national. Aux États-Unis, les personnes qui ont été les plus enthousiastes auprès de la mondialisation, les personnes qui ont signé le plus grand accord commercial des États-Unis de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, c'est Bill Clinton. C'est la gauche progressiste. De même qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, la personne qui a été la plus enthousiaste en faveur de la mondialisation, ça a été Tony Blair. De même qu'en France, les personnes qui ont fait cette atroce surmondialisation, cette hypermondialisation qu'est l'Union européenne, c'est Jacques Delors et François Mitterrand. Et ces gens-là, si vous voulez, ont additionné un discours enthousiaste, moralisateur, bénéfique de la mondialisation, alors que là, pour le coup, pour reprendre, si on était un tout petit peu honnête sur le plan économique, il n'y avait aucune chance que ça bénéficie à la classe moyenne, parce que même dans les pires manuels de notre discipline, il est clairement dit, alors vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, vous reprenez les manuels de première année sur le commerce international, même les professeurs des universités américaines vous disent, le libre-échange fait des perdants. Le libre-échange fait des perdants, on sait très bien qui c'est des gens qui sont dans les Hauts-de-France aujourd'hui, et en fait, comment est-ce qu'ils sauvent leur modèle dans ces cours-là? Qu'est-ce que nous racontait Pascal Lamy pendant des années? C'est qu'ils inventent une gentille institution redistributrice qui va, parce qu'effectivement, il y a des gains au commerce international, et qui va gentiment compenser les perdants. Bon, cette compensation des perdants, évidemment, elle n'a jamais eu lieu nulle part. Donc là, il y a une responsabilité. Et si on reprend, donc vraiment de la gauche, et si on reprend le cas de la Suède, malheureusement, c'est un domaine que je connais assez bien, sur lequel j'enseigne, le modèle social suédois était très particulier, hein, au sens où effectivement ils avaient des impôts plus élevés que chez nous, mais qui bénéficiaient à l'ensemble de la population. Hein. Il faut voir que les inégalités de revenus pendant très longtemps étaient très très faibles en Suède. Pour dire les choses simplement, quand vous étiez cadre, même cadre supérieur en Suède, vous ne pouviez pas embaucher une femme de ménage, ça n'était trop cher pour vous, parce que les écarts de salaire étaient trop faibles. Vous payez énormément d'impôts, mais en contrepartie, vous aviez non seulement, comme chez nous, la santé et la retraite, mais aussi, par exemple, un système d'éducation et de recherche extrêmement performant, dont vous bénéficiez, vous ou vos enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Suède, au cours des crises successives, et on ne va évidemment pas leur reprocher, C'est pour ça qu'elle a basculé à droite. oui, a accueilli une part de migrants beaucoup plus importante par rapport à sa population que n'importe quel autre pays, peut-être quasiment dans le monde, en tout cas en Europe, c'est sûr. Déjà avec la guerre en Bosnie dans les années 90, puis toutes les crises, la Syrie, la Libye, évidemment l'Ukraine, etc. À chaque fois qu'il y a des crises, les Suédois ont accueilli énormément de migrants. Et là, pour différentes raisons, et qui à mon avis sont en partie biologiques, c'est-à-dire de l'oubli aussi effectivement de la Seconde Guerre mondiale, les nouvelles générations qui arrivent, il y a un discours qui a commencé à monter. Les médias ont joué leur rôle, les partis de droite ont joué leur rôle. On a commencé à souffler sur les braises du racisme, et ça a effectivement très bien marché. Il y a eu l'idée de dire, moi je voulais bien payer beaucoup d'impôts en fait quand c'était pour moi, ou quand c'était comme pour des gens comme moi, entre guillemets, mais je ne veux pas payer pour les autres. D'ailleurs, c'est une des explications qui est donnée sur l'absence d'État social aux États-Unis. C'est la division raciale aux États-Unis, parce qu'il y avait l'idée, chez tout un tas d'électeurs blancs, de dire « je ne veux pas payer beaucoup d'impôts pour la protection sociale », parce qu'ils croyaient que la protection sociale allait avant tout bénéficier aux Noirs. Et donc c'est pour ça que je pense que la question sociale est absolument fondamentale, et que là aussi, les décennies qui se sont passées de travail idéologique ont quand même très bien marché. Et donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gaël Giraud tout à l'heure, qu'effectivement on a ce gros problème, mais je pense qu'il faut l'affronter de face. Alors je suis content que Gaël Giraud reprenne ma grille de lecture marxiste sur que l'opposition fondamentale c'est entre le capital et le travail, je suis tout à fait d'accord, et qu'il ne faut surtout pas diviser les travailleurs, mais je pense que la question générationnelle elle est majeure. Enfin, dans toutes les conférences où les jeunes ont la haine des vieux, et je peux le comprendre.
Et quand on regarde les réformes actuelles, par exemple, sur l'assurance chômage, qui sont dingues, c'est-à-dire que ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que le gouvernement actuel et le précédent réduisent les allocations chômage. On se rappelle la fameuse conférence de presse de Muriel Pénicaud à l'Élysée avec Édouard Philippe à l'époque, disant cette réforme va accroître la précarité, ce qu'elle a fait. Bref, eh bien, quand on regarde dans les sondages, surtout quand on compare l'évolution des sondages au cours du temps, ces réformes sont soutenues par une majorité de la population. Et malheureusement, quand on pose la question aux gens, est-ce que les chômeurs sont trop assistés, etc., on a maintenant une nette majorité. Alors, c'est vraiment des sondages qui ne veulent pas dire grand-chose dans l'absolu, mais un des derniers sondages qui est sorti ces dernières semaines nous montre que dans toutes les catégories sociales, les cadres, les vieux évidemment, qui sont les pires, les ouvriers, etc., vous avez un soutien, une majorité très nette pour dire que, effectivement, la protection sociale doit être diminuée. Et là, c'est un enseignement qu'on connaît nous très bien de l'histoire, c'est que quand vous réduisez les droits sociaux, comme c'est le cas depuis des années, quand vous dites, comme tous les gouvernements nous ont dit, que les problèmes, c'est de notre faute à nous, les salariés, lorsque la pauvreté progresse, eh bien, les gens sont de moins en moins solidaires. Et je voudrais juste donner une dernière petite référence que vous disiez sur les États-Unis. On sait que l'espérance de vie diminue aux États-Unis, et donc un de nos chers prix Nobel, Angus Deaton, je vous conseille ce livre traduit en français qui s'appelle « Mort de désespoir » au pluriel, Angus Deaton, « Mort de désespoir », qui explique effectivement, on a toute une classe ouvrière américaine qui vit tellement mal que les gens se droguent, c'est connu, et que l'espérance de vie a chuté. Et tout dernier fait, il y a une étude qui corrobore, en fait, tout un tas d'études précédentes qui montrent que dont la qualité de vie psychologique des gens s'effondre à un seuil qui est à 1 500 € par mois. Et donc, il y avait déjà d'autres études, il y a plein de trucs très bien faits, on demande aux gens, pour vous, combien est-ce qu'il faut pour vivre? Et en fait, la moyenne, c'est 1 500. Petit problème, si vous prenez ce seuil de 1 500... 500 pour survivre. Non, pour vivre, voilà, enfin voilà, pour vivre, bon, en tout cas c'est pour vivre, mais si on prenait ce seuil simplement de 1 500 € par mois pour une personne seule, c'est 30% de la population. Et donc, effectivement, moi, je considère qu'on peut dire aujourd'hui qu'en France, en gros, 1 personne sur 3 est pauvre. Et en plus, là, c'est validé parce que c'est un travail d'une jeune chercheuse excellente de l'École d'économie de Paris qui renvoie à d'autres travaux précédents. Voilà. Et donc, je pense effectivement qu'à la fois, on est un pays très très riche, et ça n'est pas du tout paradoxal avec le fait qu'il y a une pauvreté massive dans notre pays.